Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Partie sur le pèlerinage de Shikoku au Japon, je vous raconte nos aventures avec François et Pierrot. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 14e jour de marche. Donc aujourd'hui, on a laissé Pierrot à Saijo. L'assurance lui a trouvé un hôtel. Donc notre ami Nori-san l'a emmené jusqu'à l'hôtel et nous on est repartis à pied pour continuer le chemin. Donc là on marche jusqu'au 59 d'abord et ensuite le 58. Et il fait grand beau. On a même chaud. On a tombé les polaires. Quoi ? En 3 jours d'écart, on est passé de polaire et tous les vêtements qu'on avait. Moi je suis en t-shirt et j'ai encore chaud. C'est vrai. Ouais. On a bien changé de température là depuis 3 jours. C'est vrai qu'il y a encore 3 jours, on avait froid dans la cuisine de Nojima House. Et là, ce matin, il faisait bon. Donc on était pas mal. Là, ouais, on est en t-shirt presque pour marcher, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on va avoir chaud dans pas longtemps, ça. Vraiment chaud. Là, on est encore un peu dépendant du soleil. Quand le soleil se couche, il fera froid. Il y a des nuages, il fera encore un peu frais, mais oui, dans pas longtemps. Par contre, quand le soleil va sortir, on va crever. Moi, je vais passer en débardeur. Par contre, les sakuras sont toujours pas en fleurs. Il y a les premiers sakuras. Donc là, en fait, les choses roses, ils sont classés sakura parce que c'est à peu près les mêmes fleurs, mais je crois que c'est une espèce de vraiment à part. Et là, on a les premiers, ce qu'ils appellent les sakuras du froid, donc ils font les fleurs blanches. Et ça, c'est vraiment les vrais annonciateurs de la saison des sakuras qui attaquent. Ça, on en a vu. On a vu les blancs devant la maison de Nojima, celui que j'ai pris en photo. Donc bientôt, d'ici quelques jours, on en aura. Il faudra en profiter, c'est une semaine après le début, plus rien. C'est clair. On fera plein de photos. Ça. Regarde les fraises. Ouh, des fraises. Ah oui. Elles sont rouges et tout déjà. Elles sont pas si rouges que ça. Elles commencent. On va en trouver des fraises comme ça aussi rouges que ça en France. Sous serre. Ils ont des trucs comme ça aussi où ils mangent des fraises à Noël, parce que Noël en fait pour eux c'est le rouge de Santa, le rouge et le blanc. Donc il faut manger plein de trucs rouges. Sachant que le Père Noël avant était vert, c'est Coca-Cola qui l'a mis rouge. Donc les Japonais en fait pour honorer Coca-Cola qui a mis Santa rouge, ils mangent tout ce qui est rouge, dont des fraises. Les desserts aux fraises. À Noël. À Noël. C'était quoi que tu voulais dire tout à l'heure sur les petites poupées là qu'on a vues ? Ce matin, on a vu quelque chose qui est un petit peu intéressant, c'est la première fois qu'on le voit sur le pèlerinage. C'est les petites poupées, habillées dans des positions de la vie de tous les jours. Il y a des enfants qui jouent au foot, il y a des grands-pères, des grands-mères qui attendent sur un banc le bus. Et en fait, ça fait écho à la désertification des villages et de la ruralité japonaise. En fait, les gens qui restent, ils se souviennent des personnes qui sont parties, des enfants qui sont partis à la ville ou des choses comme ça, en mettant en scène ces petites poupées pour se rappeler des gens qui sont partis. Donc c'est vrai qu'au début, il y en a qui trouvent ça vraiment bizarre, il y en a qui aiment bien. Konnichiwa. Il y en a qui trouvent vraiment pas mal ces petits trucs, il y en a qui trouvent ça vraiment flippant. Il y a un peu tous les avis, mais c'est vrai que quand on sait que c'est pour, on va dire, combler un peu le vide, c'est vrai que ça rend un peu triste, quoi. On en avait déjà vu quelques-unes dans une journée où on a fini tard. Peut-être au 86. Ouais. La journée où on est arrivé chez Takeshi, non ? Ouais. Il y en avait quelques-unes de poupées déjà. Mais c'est vrai qu'on les a vues de loin, donc on n'avait pas pu. Il y a des villages où bientôt il y a plus que des poupées, quoi. Notamment après le temple 12, ça choque un peu tout le monde. Mais un village entier pratiquement avec des poupées comme ça devant les maisons abandonnées, dans les carrefours, les enfants qui jouent dehors. C'est triste un peu quand même. C'est une mauvaise période pour les villages au Japon. Les abeilles aussi qui sont sorties, c'est le plaisir de les voir. Les papillons qui sont là. Ça y est. Le printemps est là. On est passé de la fin de l'hiver au printemps en plein pot, quoi. Ah, vraiment chaud, c'est 11h là. Ça chauffe quand même. Un peu, ouais. J'avoue. Pas mal. On reviendra tout à l'heure pour la suite. Il y a quand même beaucoup de voitures. Alors, ce soir, on aura droit à un onsen.
peut-être, si on est assez rapide. Est-ce qu'on aura un super repas aussi? Un bento un peu classe, mais c'est un bento quand même. Voilà, ça sera cool. J'étais une des dernières personnes à avoir connu Nishida-san qui faisait la cuisine là-haut. Je traverse une fois peut-être mieux. Alors, tu es là l'une des dernières personnes à avoir connu la personne qui cuisinait au temple 58, c'est ça? Nishida-san. Nushida-san. Non, toujours pas. Comment il s'appelle? Elle, Nishida-san. Nishida-san. Une merveille. Et qu'est-ce qu'elle faisait à manger? C'était elle la garante du secret du Shojin Ryori, la cuisine des temples, au temple de Senjuji. Elle avait appris ça de sa mère avant elle. Et même si nous, on se levait à 5h du matin, quand on arrive dans la cuisine pour boire un verre d'eau avant d'attaquer le travail à 5h, et ben elle était déjà levée, elle attaquait déjà à faire à manger un petit peu. Et quand on revenait du boulot, elle travaillait encore, on partait après la pause de midi, et elle était encore là, elle s'autorisait une grosse sieste même, avant les 15h, de tout remettre en place, de tout refaire chauffer, de tout redresser pour que le repas soit prêt à 18h pour tout le monde. Et après, des fois, on avait le temps de revenir du boulot, de l'aider un peu, à faire un peu la vaisselle, des choses comme ça. Mais sinon, c'était elle tout. C'est elle qui faisait tout. De 5h du matin à... Elle travaillait là tout le matin, elle récupérait les ingrédients, les lavait, elle les préparait. Il y a des choses qu'il faut faire tremper très longtemps. Donc, par exemple, elle faisait encore le bouillon, le dashi elle-même, donc faire tremper les algues, wakame, mais pas trop longtemps, faire tremper les shiitake, mais pas trop longtemps. Donc c'est pour ça que ça prenait énormément de temps à faire comme elle faisait elle, traditionnellement. Wow. Toute la journée. Et jamais elle se plaignait, jamais. Tous les jours elle bossait, il n'y avait pas de jour de congé. Quand le chef nous disait on n'avait pas le temps, il fallait partir le matin juste après avoir nettoyé le onsen et les chiottes, et ben on partait, c'est elle qui s'occupait des chambres. C'est elle qui m'a appris le Nishida Perfect. C'était quoi? C'est-à-dire que quand on faisait une chambre, il fallait enlever tout ce que le client d'avant avait laissé. Et par exemple, beaucoup de médicaments, par exemple chez les neuromarcheurs japonais en général. Aspirer tout ça, donc on mettait tous les draps dans le couloir. On remettait les petits bonbons, enfin les petites pâtisseries qu'on offre quand les gens y arrivent. On commençait à revoir s'il manquait du thé en haut pour les servir en thé quand ils arrivaient. Et puis après on devait refaire le lit, le futon, recaler ça dans un coin, les draps poser et replier la couverture comme il se fallait. Et les premières fois je finissais, elle me disait non. Et parce que par exemple j'avais mis la couverture, quand tu plies une couverture en 4, il y a un côté où c'est tout rond et un côté où tu as les 4 couches. Elle me disait c'est plus joli si quand tu rentres, tu vois le côté rond, les 4 couches, c'est plus propre. Donc il faut avoir les 4 coins de la couverture exactement au bon endroit et le côté rond du côté de quand tu rentres. Et il y a aussi un endroit où il n'y en a que 2 pliures et de l'autre côté il y en a 4. Donc il faut mettre le côté rond vers le centre de la pièce, le côté avec 2 pliures vers la porte. Comme ça les gens ils voient ce que c'est beau quand ils rentrent, ils sont contents. Et donc quand tu avais réellement réussi à mettre les 4 roues à un bon endroit et à reposer tout ça et à garder un peu de volume dans la couverture sans s'écraser trop avec le coussin par-dessus et tout, tu avais le qui était le Nishida Perfect. C'est-à-dire qu'elle avait rien à dire à ce que tu as fait, donc ça veut dire que c'était parfait, absolument parfait. Et ça nous faisait plaisir. Et que malgré son âge bien avancé, et le fait qu'elle a passé je ne sais plus combien d'années de sa vie là-haut à travailler tous les jours, et qu'elle travaillait sûrement plus que nous tous, et ben elle avait encore le temps de, par exemple, pour m'acheter une petite veste. Parce qu'elle pensait que j'allais avoir froid en hiver, et donc elle m'a mis une petite veste à mettre sous mon bleu de travail. Il y a des fois on rentrait, on disait alors on a encore des yakisoba à manger, on va manger à midi. Tac, elle nous a rangé un petit repas vite fait comme ça, poum poum. Donc c'était ouais. Nishida. Pas d'autre mot. Trop gentille. Beaucoup trop. Elle est plus là. Elle habite à Takamatsu, au sud de Takamatsu. Elle habite au sud de Takamatsu. Elle a pris sa retraite. Et personne ne la remplace. Mais non. C'est un savoir qui se perd de plus en plus. Parce que les jeunes ne veulent pas se réveiller à 4h30 du matin pour faire à manger, logiquement. C'est quand même dommage.
Bah, à part si tu veux te lever à 4h30 du matin. Bah moi non. Ah bah oui. Ouais. Donc si tu peux pas dire dommage, du coup. C'est une exigence qu'on a perdue de nos jours, c'est comme ça. C'est ça. Sinon faudrait 2 personnes pour faire son travail. Ça marcherait pas? Il faut 2 fois les salaires. C'est vrai. Ah ouais, c'est pas facile. J'ai vécu une expérience un temps plus supplémentaire 18, une jeune fille cuisinière de chef de Tokyo qui voulait faire une expérience tout à fait hors norme, mais avec la cuisine de temple. Vous voulez faire une soirée hors norme avec la cuisine des temples? Un repas du soir hors norme, mais en respectant le Shojin et Ryori, les règles. Et donc en fait, avant, elle te contacte, elle te dit qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, quels sont les personnages qui t'ont inspiré historiques, qu'est-ce que tu aimes faire pour te détendre, des trucs comme ça. Un souvenir d'enfance, et elle construit le repas avec ça. Ah bon? C'est-à-dire que chaque plat, par exemple, moi je lui ai dit, mon fan numéro 1 du Japon, je suis fan de Miyamoto Musashi, qui était un samouraï. Et donc elle m'a fait le plat que Miyamoto Musashi était censé avoir inventé, et en fait qu'il prenait pendant ses temps d'entraînement ascétique. Et c'est justement un onigiri, tout ça, passé à la flamme, donc un peu grillé, avec du miso dessous. Et donc après elle te le pose, elle te dit, ben voilà, c'est le truc de Miyamoto Musashi, et en plus le miso c'est supposément être le miso que Kobayashi aurait lui-même préconisé avec du yuzu dedans et tout ça. Avec quoi? Du yuzu dedans. Du yuzu? Du citron. Avec du yuzu dedans. Ouais. Il y a, elle m'a fait en dessert une gelée mandarine avec une étoile de mandarine à l'intérieur pour refaire penser à une étoile de Dragon Ball Z. Ah, c'est chouette. Et vu qu'elle avait poussé les recherches, elle a mis exactement 4 étoiles. Qui est l'étoile du grand-père de Sangoku. La première qu'il l'a eu. Ah. Et ouais, que des petites choses comme ça, des petites attentions. Et du coup, c'est dans une petite pièce avec vue sur le jardin. Un bouquet qu'elle a conçu pour le Enro que je faisais. Et il y avait aussi un petit peu de l'étranger dedans. Elle avait essayé de mettre un peu de bleu, blanc, rouge dans sa composition. Un poème qu'elle avait écrit, qu'elle avait accroché sur le mur. C'est vraiment l'expérience la plus complète que tu peux avoir en Shojin no Ryori. Shojin Gyori. Voilà. C'est chouette ça. Vraiment, il va falloir retourner. Et comment ça se fait que tu as eu cette expérience-là? Parce que j'étais très en bon terme avec le chef du temple supplémentaire 18. Donc c'est chez lui que ça se passait. Du coup, il m'a dit tiens, cette opportunité-là qui s'ouvre, si tu veux. Et donc j'ai proposé ma candidature, elle a accepté. Et voilà. C'est une candidature? Bah, elle faisait pas pour tout le monde, t'imagines le temps que ça prenait pour Ah bah oui. faire ce qu'elle a fait. Ça lui a pris combien de temps? Ah bah, je sais pas, là il y a pas de. C'est un truc, il faut réfléchir à ce qui est possible de faire, comment rentrer ça dans les règles de la cuisine. Enfin, c'est monstrueux le travail qu'elle a. Et surtout, tu lui as dit quand toutes tes informations et tu l'as eu quand le repas? Ça devait être dans les 2 semaines avant, en fait. 2 semaines avant? Ouais. Ouais, ça fait quand même pas beaucoup pour réfléchir à tout ça. Non. Waouh. C'est génial. Et t'étais tout seul à manger? Ouais. Bah oui, c'est un repas pour toi. Hein. Un repas pour toi, spécialement fait pour toi. Waouh. Et c'était bon? Ah bah oui. Bref, dans ces cas-là, il n'y a même plus de question de bon de rien. Quand tu as les trucs qui s'appliquent exactement à ce que tu aimes, à la personnalité, c'est pas juste un hamburger ou une merde comme ça, c'est même pas du bon ou quoi, c'est dans l'expérience que tu vis. Pour vous expliquer ce que c'est un petit peu le Shojin Ryori, c'est donc un principe de cuisine traditionnel dans les temples bouddhistes. C'est ça. C'est une cuisine végétalienne, donc sans aucun produit provenant d'un animal. Et c'est une cuisine qui harmonise les goûts, les saveurs, la texture et les couleurs. Donc on doit avoir dans chaque repas la combinaison de 5 saveurs
le sucré, salé, amer, acide et le piquant, épicé. On doit retrouver également la combinaison de 5 couleurs, le jaune, le vert, le rouge, le blanc et le noir. Et 5 types de cuisson différentes, cuisson à la vapeur, cuisson à l'eau, cuisson sur le grill, crue ou fermentée et la friture. Et donc c'est toute une harmonisation. Voilà, donc quand on a l'occasion de pouvoir le goûter, c'est vraiment un plaisir, c'est très bon. Il y a vraiment une harmonie de textures différentes dans la bouche, différentes saveurs, différentes couleurs. C'est vraiment très sympa avec des produits différents et c'est beaucoup de légumes de saison, du tofu, du riz, des choses comme ça, c'est vraiment très bon. Et ça, il n'y en a plus du tout, ou il y a quand même encore des gens qui le font? Non, Au ça Japon. c'était un événement assez particulier. C'est elle qui voulait se tester dans sa recherche de cuisinière. Elle est repartie à Tokyo du coup. Depuis. Et dans les temples, est-ce qu'il y en a Elle ne faut pas manger à Sensuji. à Zensuji? Dans le temple où Comment on va ça ce soir, c'est un bento, c'est un traiteur qui le fournit, mais ils ont demandé à ce qu'il respecte certaines règles quand même, que ce ne soit pas n'importe quoi. Quand on s'arrêtera aussi, quel temple on va s'arrêter qui est très bien, le 37, 37? Iwamotoji, c'est dans longtemps quand même. Il y a très peu des temples maintenant qui proposent ni l'hébergement ni la bouffe. Même des fois ils proposent que l'hébergement sans la bouffe du tout. Tu es obligé de te débrouiller. C'est ce qui est arrivé pendant longtemps à Iwamotoji, c'est que la dame qui faisait la cuisine a été très malade, mais des suites de cette maladie, elle est décédée. Donc pendant très longtemps, ils faisaient l'hébergement sans le repas obligé. Maintenant, ils ont retrouvé quelqu'un pour faire le repas avec. Ouais. Mais les règles, elles ont évolué. C'est assez bizarre d'ailleurs. Mais enfin, on en a déjà parlé, je suis sûr. Par rapport à quoi? Au fait que dans les trucs cuisine de temple maintenant, ils tronquent les règles en mettant de la viande à des endroits. Parce qu'ils pensent que les nros ont besoin de protéines pour avancer. Donc avant, il n'y avait pas de viande dans les repas au temple, mais maintenant, il y a certains temples où ils mettent de la viande. C'est ça? Ouais. Il n'y en avait pas si, il y en avait de la viande au Sensuji. Si, on avait une petite boulette. Donc, tu vois, même au temple principal de Kobodaishi, ils ont switché les règles. Mais après, les règles, ça a toujours changé. De toute façon, au tout début du Enro, les gens, s'ils avaient un bol de riz et du thé, ils étaient les plus heureux du monde. Ça, j'en avais parlé, mais au musée de la cire, quand on va s'arrêter à Uchiko, tu t'arrêtes à un moment donné devant un petit plateau repas en plastique, là, comme ils font pour imiter, pour savoir ce que tu veux manger, du curry et du mardon. Et donc tu arrêtes devant ce plateau repas et ils disent, voilà, ça c'est le repas d'un travailleur, sa ration quotidienne. Alors tu vois, il y a le riz, le miso, des légumes, des trucs. Tu fais, c'est pas foufou. Mais bon, en même temps, voilà, t'as le riz, la soupe, les légumes, c'est cool, quoi. Elle te dit, bon, bah voilà, ça c'était le riz et miso, et l'assiette d'à côté, c'était pour les grandes occasions. Ah ouais. Donc c'était riz, miso, Tout le temps. miso tous les jours. Et quand réellement il y avait un peu la fête où il y avait les sous, et quelques légumes pour accompagner des racines de lotus, des machins comme ça. Donc ouais. Je dis ça, si c'est pour ceux qui travaillaient, ceux qui marchaient, ils devaient quand même avoir le ventre qui gargouillait souvent. Après, heureusement que les règles évoluent, j'imagine. Je sais pas. Moi, tu vois, par exemple, c'est peut-être je suis un peu extrémiste, mais Fais attention à ce que tu dis. j'essaye. Les personnes qui prennent un gros repas matin, soir, le soir, qui prennent 1, 2, 3 bières, du saké, qui vont dans leur bain et tout ça, je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment au fond des choses? Il y a quand même un enseignement dans le bouddhisme qui te prône une certaine retenue, de ne pas rechercher ce qui est illusoire dans la vie. Donc, est-ce que tu as réellement besoin de 3 bières et du saké le soir pour faire un pèlerinage? Est-ce que tu as besoin d'un bain tous les soirs pour faire un pèlerinage? Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Est-ce que le simple fait qu'il pleuve, ça suffise pour te dire allez, la journée je la passe dans le train? Parce que le simple fait d'être un peu fatigué te dit c'est bon, je prends un taxi pour monter la montée. Tiens, la ligne n'est pas facile à mettre. Elle est là. Donc si les temples ils jouent pas le jeu et qu'ils disent oui, bah bon, pour que vous puissiez marcher, on vous met du poulet, donc on brise les règles centenaires de la cuisine, bon, c'est le début de la fin un peu. Mais c'est un avis perso. Ouais. T'en penses quoi? Moi j'en pense quoi? Faudrait que je réfléchisse à la question. On va réfléchir. On réfléchit vite parce que je sais pas si tu vois la montagne qui nous attend. Il faut monter ça, 300 mètres de dénivelé, c'est ça? Non, on a 1 km, 1,5 km par là. Pas bien plus. Ça va. Pas bien. Bah, je pense que oui, trop de bouffe, trop d'alcool, il n'y a pas d'intérêt, c'est sûr. Après, quand t'es fatigué, prendre un taxi ou aller plus doucement, personnellement, je préfère aller plus doucement et m'arrêter avant plutôt que de prendre le taxi, c'est sûr. Mais après, il y a des personnes qui pourront pas forcément des fois. Puis si t'as pas le temps, tu peux pas ralentir aussi beaucoup. Alors après, c'est des choix quoi. Mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend si t'as le temps, ça dépend si t'as les moyens, ça dépend Ta forme physique. et ta forme physique. Ouais, bah ça c'est Les 3 la piliers base. qu'on a évoqués au temple 1. On a rencontré le japonais. qui nous disait. Les 3 facteurs du pèlerinage, c'est le temps, l'argent et la condition physique. Voilà, C'est que s'il t'en manque un, il faut avoir beaucoup des deux autres. c'est ça. Si tu n'as pas l'argent, il faut marcher soit très loin, soit marcher pas très loin, donc avoir le temps. Et t'arrêter de revenir aux endroits pas chers et tout ça. Si tu n'as pas le temps, il faut marcher très vite et t'arrêter aux endroits où à la fin des étapes tu es. Mais tiens. Mais tu vois. Et le dernier, si tu n'as pas la condition physique, il faut avoir le temps et l'argent, parce que tu n'es pas forcément capable de choisir là où tu vas dormir. Et si tu prends 2 piliers, il vaudrait mieux commencer à réfléchir, à se dire est-ce que ce pèlerinage est pour moi? Si t'en manques 2, Bah, si tu n'as ni le temps ni l'argent, du coup il faut une condition physique de fou, mais est-ce que tu vas vraiment apprécier le pèlerinage et le courir? Si tu n'as que l'argent mais pas la condition physique et pas le temps, c'est-à-dire que tu vas devoir prendre des véhicules pour aller plus vite, est-ce que tu vas vraiment apprécier le pèlerinage pleinement? Parce que si tu n'as que le temps, c'est ni l'argent ni la condition physique, et tu vas vraiment apprécier d'être dépendant de tout ce que tu vas trouver pour dormir la nuit, pour trouver un endroit, pour manger, tout ça. c'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux. C'est une règle. Et si on peut le rappeler tout de même, parce qu'on avait des informations il n'y a pas longtemps mais qu'on n'a pas dit, il y a une personne qui s'est fait arrêter par la police pour être en train de dormir dans un lavomatique. Un lavomatique? Parce que c'est ouvert 24/24 un lavomatique et du coup c'est un peu chaud, il y a un peu de la lumière, l'électricité. Donc le gars ici il est tranquille, je mets mon sac de couchage, bim boum. Et de plus en plus maintenant la police vérifie et vire les gens en fait tout simplement. Donc il y a encore quelques années on pouvait plus ou moins à la fin de la journée s'arrêter et repartir très tôt le matin et on ne disait pas grand chose. Mais c'est de moins en moins possible. Bah oui, parce qu'il y a de plus en plus d'abus et du coup ils y font de plus en plus attention. Donc tous ceux qui lisent les blogs de personnes comme moi avant, qui avaient la possibilité, en négociant 2 mots de japonais, de pouvoir dormir dans les endroits et tout ça, et ben, il faut savoir que les règles ont changé par rapport à ces temps-là. Tout ce qu'on lit plus ou moins avant le corona, et ben maintenant c'est presque tout faux. Ouais, ça a changé depuis le Covid en vrai. On peut plus trop se mettre n'importe où, on peut plus trop être en tente, il y a moins d'hébergement. C'est pas simple quoi. C'est de moins en moins ça. Et du coup, le fait que ça soit dur ne nous donne pas des permissions spéciales. Je veux dire, faut Et pas, ça nous donne pas le droit de rester n'importe où. Voilà, même si les gens nous traitent comme si on était en train de marcher avec Kobodaishi, ça ne veut pas forcément dire qu'on est tous Kobodaishi et qu'on peut se faire Et il faut pas abuser non plus soi-même. de notre statut entre guillemets de marcheur et de Enro quoi. C'est ça. On en revient souvent à ça. Bah, c'est que à la base tout de même notre ami Kobodaishi c'était quand même quelqu'un qui, et j'aime assez bien cette image, et c'est vrai que c'est peut-être un peu le défi quand on est en train de marcher, c'est que c'est quand même quelqu'un qui était né dans le privilège, il aurait pu être
administrateur de la province, il aurait pu vivre dans le luxe total. Mais il a choisi le dénuement et l'exil et l'errance de moine, qui est quand même pas la forme monastique la plus facile à vivre. Et son message est assez clair, hein, c'est en aidant les autres qu'on peut s'élever au statut de Bouddha. C'est à travers cet acte de don et de... C'est en donnant de soi qu'on... Oui, même ce qui est marqué à l'arrière du livre. Même si on n'a pas d'argent, on peut dire, bon bah d'accord, j'ai pas 1 000 yens à donner à tout le monde. Tu dis ok, mais par contre t'as du temps, t'as un sourire, tu peux leur dire bonjour avec mon sourire, tu peux les aider à porter un truc si tu les vois en galère. Il y a 1000 façons de rendre service et d'aider autour de nous sans forcément que ça nous coûte sur le compte en banque. Donc en gros, on n'a pas tant d'excuses que ça. Et je dirais c'est justement ça qui est compliqué dans le pèlerinage. C'est qu'on est en besoin. Là, nous on est deux, on peut encore essayer de se soutenir. Je crois que je suis même pas sûr qu'on se soutienne bien, on s'enfonce plus ou moins. Mais... D'ailleurs, merde, tu vas bouger là. On va y arriver à son scène en 4 heures ou pas. Mais bon, on se motive, on peut partager en des temps de galère ou des trucs comme ça, on peut arriver à faire quelque chose. Mais si tu es tout seul, tu as vite fait quand même de plonger dans une espèce de spirale où tu te dis ah, aujourd'hui ça va pas, il pleut, c'est nul. Donc en gros, de plus en plus, tu vas avoir besoin d'une aide extérieure, de te replier sur toi-même et du coup, d'être dépendant de tout ce qu'on peut t'apporter autour. Et en fait, le pèlerinage, ce serait justement l'inverse. Ce serait de te dire, oui, je suis dans le dénuement, mais je sais pas la personne qui est en face de moi dans quel état d'esprit elle est. Est-ce qu'elle est vachement triste? Est-ce qu'elle est dans le besoin financièrement? Est-ce qu'elle a le temps de m'aider ou pas? Là, par exemple, notre ami Taniguchi-san, est-ce qu'il avait vraiment le temps de faire tout ce qu'il a fait et l'argent nous aidait comme il l'a fait? Ou est-ce qu'il l'a fait réellement pour un acte de foi en fait, tout simplement? Donc oui, voilà, c'est toute cette réflexion en fait qui fait que après c'est chacun qui fait son pèlerinage et qui a ses propres problèmes à gérer, mais je pense que de garder ça en tête c'est quand même plutôt sain quand on fait un pèlerinage. Chacun vient là avec ses problèmes aussi, mais voilà, que c'est ceux qu'on rencontre aussi ont des problèmes. C'est exactement ce que j'ai raté en fait dans mon premier pèlerinage. J'acceptais réellement absolument tout ce qu'on me donnait sans même me poser la question derrière de tiens, est-ce que je mérite réellement de recevoir ça? Est-ce que tu vois, est-ce que les comptes en banque sont aussi en défaveur de mon côté? Est-ce que je suis réellement si triste que ça d'avoir traversé le bout du monde pour marcher au milieu d'un truc protégé et gardé par les volontaires tout le temps? Et il y a plein de trucs qui m'étaient un peu passés sous le radar et qu'une fois que tu en as pris conscience, tu te sens un peu bête de dire... Tu n'y as pas pensé sur le moment, tu y as pensé après coup. Est-ce que la mamie qui a pris une demi-heure pour me montrer le bon chemin, est-ce que c'était à elle de le faire ou est-ce que c'était à moi de vérifier mon chemin avant de me perdre? C'est bien philosophique en fin de journée. Mais c'est bien de s'être posé la question même après coup. Mais c'est une... Toi tu t'es posé la question, donc c'est que tu t'en as pris conscience. Une pensée de Miyamoto Musashi, est-ce qu'elle est vraiment de lui ou pas? Je sais pas. Il dit on a beau, on peut faire que vous montrer la voie, à un moment donné c'est à vous de décider si vous voulez la marcher ou pas, ou la voir ou pas. Donc on va beau dire à quelqu'un le bon chemin, même si après c'est pas la vérité ultime, hein, je suis pas en train de dire il faut croire en un Dieu unique ou une vérité unique, ouais. Mais est-ce que voilà, c'est ce chemin-là de penser, est-ce que même si on le montre, est-ce qu'il est accepté par tout le monde? C'est ça la question. C'est ça. Bonne réflexion à avoir. Je vais réfléchir ce soir. Ah, dans le Onsen. Dans le Onsen et peut-être après aussi. Après le Onsen, là, on pense pas à grand-chose. On va être bien après le Onsen. Beaucoup trop bien. Est-ce que tu vas te revoir nettoyer les Onsen quand il sera? Ah, je vais pouvoir vérifier comment ça a été fait. Et on a aussi peut-être la surprise d'avoir un autre François alors. Quand j'ai téléphoné, j'ai dit que j'étais François et ils m'ont dit oh, vous êtes le François qui a appelé hier. Bon, on m'a dit non, le François qui suis resté il y a longtemps. Et du coup ils m'ont dit ah bah du coup si c'est François, tu peux venir. Et on a eu de la chance que tu étais François, le François qui est resté il y a quelques temps. Allez,
On va pouvoir couper le podcast parce qu'il va falloir qu'on respire. Ouais, c'est ça. On va réfléchir à cette question-là. On va surtout cracher nos poumons. On va monter les 300 mètres qu'on doit monter. On va faire notre onsen. En 1 km. Sûrement 200, 250 mètres de dénivelé en 1 km. 250 mètres de dénivelé en 1 km. Allez, c'est parti. Donc c'est ça qu'il a calculé, c'est du 25%. Et donc après, prière, onsen, repas et dodo. Et demain, réveil à 5h20 pour la cérémonie du matin. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode entre les temples de Shikoku. Salut, salut! Ne manquez pas la suite de nos aventures dans le prochain épisode. À la prochaine! Posez-moi vos questions sur enroutevertlevoyage@gmail.com, tout attaché, ou sur Instagram ou encore la page Facebook du podcast. J'y répondrai avec grand plaisir. Les épisodes sont également disponibles sur YouTube pour les malentendants avec les sous-titres. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. À très vite!